Oui, bonjour. Désolé de ne pas être avec vous. Empêchement de la vie fait en sorte que je ne peux pas me rendre à Toulouse. Je me faisais un plaisir de m'y rendre. Mais j'ai offert quand même de vous faire parvenir ma présentation pour partager les expériences qu'on mène à Montréal et plus largement au Québec. Donc, je suis Éric Duchemin, je suis directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine, donc le OLAM, et tout récemment aussi directeur du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec. Un centre de recherche qui est dédié au service aux collectivités, qui mène plusieurs projets. Nous avons une ferme. On travaille beaucoup actuellement sur le développement des modèles économiques d'agriculture urbaine. Mais aujourd'hui, je vais vous faire part plutôt des recherches au niveau social, recherches qu'on mène depuis plus de 10 ans dans différents contextes. Et plus particulièrement, la présentation aujourd'hui s'adresse sur le rôle de l'agriculture urbaine dans l'alimentation, particulièrement sur les jardins individuels. Et c'est une présentation sur deux projets de recherche pilotes, tests exploratoires qui ont été faits dans des quartiers montréalais, des quartiers centraux. Premièrement, je pense qu'il faut mentionner toute notre recherche s'inscrit beaucoup dans deux grands concepts. Celle de la transition urbaine. L'agriculture urbaine, c'est beaucoup ça, une transition de la ville, une transition de l'alimentation, un changement de notre alimentation, un changement de la ville, une transition qui se fait au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau alimentaire, tel que je mentionné, urbaine et bien entendu environnementale. Pour nous, c'est vraiment dans ce contexte-là s'inscrit toutes nos recherches et nos interventions en agriculture urbaine. Il y a toute la question aussi dans cette transition-là de la gouvernance, donc des politiques publiques. Donc on regarde beaucoup aussi les questions des politiques publiques. Et on essaie aussi d'intégrer toutes les questions d'économie circulaire, donc de réutilisation des déchets, pas seulement de la matière organique. Vous savez, il y a beaucoup de matière organique en ville qu'on a tendance à enfouir, à brûler, à perdre. Finalement, c'est une ressource. Donc, on essaie de voir comment l'agriculture urbaine peut être un moyen de réutiliser ces ressources-là qui actuellement sont perdues. Des projets de recherche qu'on mène avec, entre autres, la ferme que nous avons sur un toit, sur le toit du Palais des Congrès de Montréal, au centre-ville de Montréal. Les questions de décroissance, les questions de services écosystémiques, comment des fermes, comment des projets d'agriculture urbaine sur toit peuvent pas rendre des services écosystémiques de biodiversité, comment ce ne sont pas aussi peut-être des infrastructures vertes. On ne les considère pas comme telles peut-être actuellement, mais ça en fait partie réellement. Enfin, c'est ce que nous croyons et ce que nous tentons de démontrer, de chiffrer et de documenter. Et toute la question aussi des changements environnementaux, donc comment l'agriculture urbaine est une réponse peut-être de la société à des changements environnementaux ou comment ça pourrait devenir un facteur de résilience, mais aussi comment les changements environnementaux qui s'en viennent vont influencer les questions d'alimentation, dont d'agriculture urbaine, sachant que plusieurs villes, plusieurs municipalités développent actuellement des programmes d'agriculture urbaine, mais comment dans 50 ans, ces programmes-là sont toujours aussi porteurs pour l'alimentation des gens si, par exemple, il n'y a plus d'eau. Hein, on manque d'accès à l'eau, il y a des sécheresses. Comment ces projets-là pourront faire face à ces changements-là? Donc, je mentionnais en introduction, on a fait beaucoup de recherches sur les trucs sociaux. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les jardins communautaires à Montréal. Donc, ici, vous avez un exemple au cœur du centre-ville de Montréal, dans le quartier Mylène, d'un jardin communautaire. Montréal compte 97 jardins communautaires pour 8500 parcelles. Donc, c'est 12 à 15 000 personnes quand même qui pratiquent dans ces jardins-là. Donc, on a vraiment regardé les pratiques, on a regardé les pratiques horticoles, mais le pourquoi les gens étaient là. Donc, on a fait différents types d'évaluation. Les jardins collectifs aussi, qui est une autre forme qui est apparue plus tard. Donc, c'est des gens qui se mettent ensemble, souvent qui sont regroupés par une association de sécurité alimentaire et ils vont cultiver collectivement une grande parcelle. Donc, à l'inverse du jardin communautaire où chacun cultive son petit lopin qui ressemble un peu à ce qui existe des jardins familiaux en Europe, les anciens jardins ouvriers. Bien, les jardins collectifs, c'est pas chacun à sa parcelle, c'est ensemble, collectivement, on cultive et on se partage de les récoltes. Donc ça, c'est différents endroits où on a fait des recherches dans les 10 dernières années, mais depuis 3 ans, on a commencé à axer nos recherches sur les jardins individuels. Donc, l'ensemble des personnes qui ont un jardin, un potager chez eux, quelque part qu'on ne considérait pas, qu'on ne regardait pas, qu'on avait peut-être même oublié parce qu'ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas représentés, mais pourtant, ils sont très présents.
Donc, il y a des premiers sondages qui ont été faits à Toronto et à Vancouver où on disait que 40% des citoyens étaient agriculteurs urbains, donc avaient un jardin potager chez eux ou le pratiquaient à l'extérieur. Mais en général, c'était ce qu'on appelle les kitchen gardens en Amérique du Nord. C'était vraiment le jardin de cuisine, donc le jardin collé à la maison. Donc, on s'est posé aussi la question à Montréal, est-ce que Montréal a autant de jardins? Donc, des sondages ont été faits et 42% de la population montréalaise disent pratiquer l'agriculture urbaine. Donc, dont une très forte majorité chez eux, dans leur cour arrière, sur des balcons ou sur des toits. Donc, voici des exemples là, de ce qu'on peut retrouver à Montréal. Donc, ici, un monsieur qui présente son jardin en façade, donc devant la maison, entre le trottoir et sa maison, une cour arrière, un balcon, enfin 2 balcons productifs. Donc, il y a un portrait. Donc, le premier chiffre, c'est 42% des personnes qui disent parce que l'agriculture urbaine, c'est fait 700 à 800 000 personnes. Donc, on s'est dit que c'était important de documenter. Donc, on a parti un premier projet de recherche qui était exploratoire à la base, qui était dans les quartiers Centre-Sud et Pointe-Saint-Charles. Donc, vous avez ici les différents territoires. En vert, c'est les projets exploratoires. Et on a, depuis cette année, on poursuit cette recherche-là sur 5 autres territoires qui sont regroupés en 4 grandes villes de la région métropolitaine de Montréal. Donc, Terrebonne, Laval, Montréal, Longueuil sont les villes. Et les territoires qu'on va regarder, c'est Longueuil, Ville-Marie, Centre-Sud, Laval, l'arrondissement Chemédé, à Montréal, Montréal-Nord et Terrebonne. Donc, ça me fait partie des recherches. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler des 2 premières recherches exploratoires qui ont été faites et qu'est-ce qu'on en ressort comme renseignement et qu'est-ce que ça nous a amené aussi plus loin avec les nouvelles recherches. Et je vais vous présenter les prémices de ces 2 recherches-là qui sont la cartographie, finalement, des jardins individuels qu'on retrouve sur ces territoires-là. On est vraiment dans les premiers mois de travail, donc on est vraiment encore uniquement à la caractérisation spatiale de ces fameux jardins individuels qui sont partout. Il faut comprendre que si 42% de la population montréalaise disent pratiquer l'agriculture urbaine, ça fait beaucoup de potagers un peu partout à travers le territoire. Notre approche pour faire cette recherche-là, elle est multiple. Donc, c'est recherche sur le terrain, de la cartographie grâce à la photosatellite, de la validation directe sur le terrain, des rencontres, des sondages, distribution de sondages par Internet, mais aussi sondages papier pour rejoindre les gens. Donc, beaucoup de déambulations sur les territoires choisis. On utilise beaucoup les réseaux sociaux qui nous permettent d'aller diffuser l'information. On a aussi une plateforme qui permet aux citoyens d'inscrire eux-mêmes leur jardin. Donc, on a différentes approches comme ça pour réussir à colliger des informations qui vont servir à la recherche. Donc, c'est vraiment la recherche, une approche de recherche de cartographie citoyenne, de science citoyenne, qui se fait, bien entendu, avec le développement d'outils web, mais aussi avec des partenaires. Donc, plus que de personnes font ce type de recherche-là, plus qu'on réussit à colliger des données. On travaille, entre autres, avec le Portland State University, qui a un projet de recherche similaire au nôtre, et on est partenaire dans le projet de recherche que je vais mentionner précédemment. Donc, recherche de terrain, j'ai mentionné, on utilise Google My Maps, Bing Maps, donc c'est 2 images satellites qu'on trouve facilement, c'est accessible sur Internet, qui nous permet d'aller cartographier, d'identifier ces jardins-là, mais qui nous oblige aussi d'aller faire une validation sur le terrain, parce que les photos satellites, c'est bien, mais un jardin potager ressemble beaucoup à un jardin ornemental. Il y a certaines caractéristiques, on commence à identifier des caractéristiques qu'on peut voir de l'image satellite, mais quand même, il y a une validation à faire pour être sûr que c'est les plantes potagères qui sont dans cet espace de culture-là. Je vous mentionnais juste avant, on a un portail où les citoyens peuvent inscrire eux-mêmes leur jardin qui s'appelle agriculturemontréal.com. Donc, c'est une plateforme web où les gens peuvent inscrire leur jardin, soit des personnes ou des organismes qui ont aussi des jardins collectifs. Donc, une cartographie participative, une cartographie qui va passer en septembre-octobre au niveau québécois, donc qui va devenir national pour nous. Donc, différentes villes qui vont nous permettre de colliger beaucoup plus de données diverses pour documenter l'agriculture urbaine.
Alors, au niveau des premiers résultats de la recherche exploratoire qui a été faite voici 3 ans en collaboration avec 2 étudiants, donc un étudiant de l'Université McGill, Simon Chevette, et un étudiant d'AgroParisTech, Antoine Devin, qui ont fait les terrains, donc 2 terrains, un à Pointe-Saint-Charles et un dans Centre-Sud. 2 quartiers défavorisés où il y a des déserts alimentaires. Déserts alimentaires veut dire que les gens n'ont pas accès à des légumes frais, des légumes et des fruits frais à distance de marche. Enfin, peu d'accès à ce type d'aliments, qui est une réalité très nord-américaine. Et on a essayé de documenter ça avec des personnes qui avaient des jardins, donc qui étaient déjà agriculteurs urbains, et d'autres qui n'en avaient pas. Et on essaie de voir si c'était pas l'agriculture urbaine ne devenait pas une pratique, une stratégie pour contrer ce manque d'accès aux fruits et légumes frais. Donc, la première chose qu'on a posé la question, donc vous allez voir ici comme un des étudiants était à l'Université McGill, un mélange de français et d'anglais dans la présentation des données. Donc, voir déjà, est-ce que les gens transformaient, est-ce qu'ils mangeaient toute leur production de manière fraîche? Oui, il y avait tendance à conserver pour l'hiver. Donc, on voit, on regarde au niveau de la production, la majorité des gens vont cuisiner et manger ce qu'ils vont produire. Ils vont partager aussi, quand même, 15% de la production est partagée, mais peu de conservation, peu de mise en conserve pour l'hiver, donc, ou tout simplement de la congélation. On va avoir, bien entendu, une des grandes portions de la production, ce sont des légumes qui sont produits. Mais il va aussi avoir des fruits et des petites baies. Mais ça correspond, ces recherches-là correspondent à d'autres recherches qui ont été faites dans le cadre de la thèse de Jeanne Pourrias à AgroParisTech, qui comparait finalement les jardiniers dans les jardins communautaires et les jardins familiaux en France. Donc, c'est une comparaison Montréal-Paris. Donc, c'est des données qui ne sont pas surprenantes. La production maraîchère, on voit encore un peu, là, c'est dans Centre-Sud, donc c'est l'autre territoire sur lequel on a travaillé. La même chose, consommation personnelle et frais cuisinés en grande proportion. Dans Centre-Sud, il y avait un peu plus de mise en conserve, donc de la conservation pour l'hiver, mais on voyait aussi beaucoup de partage avec les amis. Une des questions qu'on pose souvent aussi, parce que l'agriculture urbaine est vue comme une stratégie pour lutter à l'insécurité alimentaire. Donc, on se dit que ça doit avoir apporté un revenu aux gens et on demande pourquoi aussi, quelles sont les autres raisons pour qu'elles pratiquent l'agriculture urbaine. Donc, ici, il y a les données de Pointe-Saint-Charles. On voit vraiment que les 3 premières raisons, et on l'avait déjà documenté au niveau des jardins communautaires et les données sont très similaires. Les gens le font pour vraiment avoir un accès à l'alimentation de proximité et frais. Ils vont le faire pour des questions de loisirs, donc des questions de changer les idées, d'être avec les enfants dans un jardin, et des questions environnementales aussi. Donc, c'est vraiment pour les jardiniers, ils disent que c'est une action, par exemple, qui a moins de transport sur les aliments. Au niveau des questions financières, de voir est-ce que ça réduit ma facture d'épicerie à chaque semaine, mais pour la majorité, c'est beaucoup moins important. Il y a quand même une certaine importance. 25% des répondants vont dire que c'est relativement important, mais plutôt 46% vont dire que c'est très important à important, donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas une des raisons premières une des raisons pourquoi les gens font un potager. On s'est toujours posé la question de savoir est-ce que c'était parce que les gens ont une mauvaise évaluation de la valeur de ce qu'ils produisent ou c'est simplement qu'effectivement, ça reste anecdotique. Dans Centre-Sud, c'est les mêmes questions qui ont été posées. On voit à peu près la même chose, loisirs, alimentation fraîche et de proximité et les questions environnementales sont les raisons premières qui motivent les personnes dans les jardins individuels et les données étaient les mêmes, telles que j'ai mentionné avant, pour les jardins communautaires, donc du programme de la Ville de Montréal. Donc, les gens sont dans un terrain qui appartient à la ville et non chez eux.
En question, on se posait aussi, c'est pourquoi ne pas avoir un jardin individuel? Hein? Quelles sont les raisons? Souvent, la question, ça va être, nous n'avons pas assez d'espace. C'est pas seulement vrai pour les personnes qui sont à faible revenu, donc qui vont être les locataires, ils n'ont pas assez d'espace pour le faire. D'autres questions qui vont être soulevées, des barrières qui vont être soulevées par les jardiniers, c'est la contamination des sols, ou encore souvent, pour les personnes qui ont une éducation un peu moins, qui n'ont pas une éducation universitaire, ils ne savent pas comment faire, hein, ou ça coûte trop cher de le faire. Donc, on voit ici peut-être un besoin de formation, un besoin d'information des citoyens pour qu'ils prennent conscience de ce que ça peut réellement apporter. Et là, on essaie de voir aussi les barrières pour ceux qui ont un jardin, mais ceux qui n'ont pas de jardin individuel, c'était les raisons. Et on voit vraiment pas assez d'espace. C'est une des raisons premières pour tous les répondants et les personnes à très faible revenu. Pour les personnes qui n'ont pas une formation universitaire, souvent, ça va être la question de manque de temps. Je pense que les gens sont conscients que faire un jardin, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Si on a une formation, un emploi d'ouvrier ou un emploi de 9 à 5 assez exigeant physiquement, peut-être qu'on va manquer de temps. On n'aura pas l'énergie pour le faire. Ou encore, si on est une mère monoparentale avec des enfants sans emploi, on peut manquer de temps rapidement parce qu'il faut chercher un emploi. Il faut aussi trouver d'autres moyens pour subvenir à la famille. Des fois, c'est avoir un panier de solidarité, donc un panier donné, mais il faut faire une queue. Il faut attendre pour avoir ce panier-là. Donc, la même chose pour Centre-Sud. Les manques d'espace ressort vraiment comme une des barrières. Où les gens ont cultivé, là, on a seulement des données pour Pointe-Saint-Charles, mais on voit que les gens cultivent dans les cours arrière, là, dans la cour avant, le balcon, les toits, mais il y a des fortes variations, savoir si on est un jardinier ou pas un jardinier. Souvent, le jardinier va cultiver dans sa cour arrière parce qu'il y a accès, et la personne qui n'est pas jardinier, il n'y a pas accès, donc c'est pour ça qu'elle ne va pas jardiner à ces endroits-là. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est on tombe sur des études américaines, on remarque que les personnes qui sont des jardiniers consomment beaucoup plus de fruits et légumes que ceux qui ne sont pas jardiniers. Donc, c'est documenté aux États-Unis, mais on constate ça aussi à Montréal, qui est dans un autre type d'environnement. Finalement, c'est un peu les prémices de ce qu'on voulait faire au niveau de la recherche. On a utilisé beaucoup de la cartographie, un peu moins de la cartographie dans la première étape. On a fait de la cartographie citoyenne, mais on n'a pas fait de cartographie utilisant des images satellites. On s'est beaucoup axé sur les sondages pour voir pourquoi les gens les pratiquaient. Donc, on décortique encore ces données-là. Et là, on passe dans une autre étape. Donc, c'est un financement de 3 ans qui vise à évaluer l'agriculture urbaine comme une infrastructure verte de résilience individuelle. Et collective, mais on va regarder vraiment les jardins individuels, comment les jardins individuels sont un apport au niveau alimentaire, et on veut regarder ça face aux questions des changements climatiques. Donc, est-ce qu'avec les températures plus élevées, les vagues de sécheresse qui sont prévues, et sociaux, bien entendu, donc avec des migrations, par exemple, on a regardé sur 5 territoires où il y a des vagues de migration, il y a des nouvelles populations qui arrivent. Souvent, les nouveaux arrivants, à la base, arrivent à Montréal, mais après un certain temps, vont commencer à se déplacer, et on voit, par exemple, à Terrebonne, il y a un changement social qui se passe avec une vague d'immigrants, particulièrement des Haïtiens qui sont depuis 10-15 ans à Montréal, et maintenant sont en train de se déménager vers Terrebonne. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la pratique de l'agriculture urbaine? Et on voit aussi que les villes alentour de Montréal développent tous des programmes actuellement de soutien à l'agriculture urbaine. Donc, on va essayer de voir comment ça a une influence aussi sur la pratique et sur la mise en place de jardins individuels. Donc, on commence une première cartographie de tous ces jardins-là, et on espère que dans 3 ans ou dans 4-5 ans, de pouvoir faire une autre cartographie pour voir est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ce qui a été mis en place comme programme, ou encore par rapport à des changements environnementaux qui peuvent s'être produits, ou plutôt, c'est peut-être pas les changements environnementaux qu'on a analysés, mais la perception que les gens ont sur ces changements environnementaux et cette urgence. Donc là, on fait la cartographie. Donc, il y a 3 étudiants, de jeunes chercheurs
qui font des cartographies sur Montréal-Nord, sur Longueuil et sur Laval. Donc, vous avez ici les territoires en blanc, c'est le territoire qui est couvert par la recherche. Donc, pour Montréal, c'est l'ensemble de l'arrondissement. Pour Longueuil, c'est des régions qui ont été choisies par rapport avec des paramètres sociaux. Par exemple, le niveau de défavorisation, est-ce qu'il y a des poches de pauvreté? On a regardé aussi de savoir s'il y avait une population immigrante importante ou pas. La typologie aussi, comment les maisons sont construites, quelle est la superficie de terrain disponible. Est-ce que c'est des maisons unifamiliales, des duplex ou des multiplex? Donc, est-ce que c'est des tours de 6 étages avec 60 familles dans le bâtiment? Donc, on essaie de regarder un peu ces questions-là. Est-ce que ça a un impact quelque part sur la pratique de l'agriculture urbaine? Et donc, on voit vraiment les points rouges. On voit qu'on a commencé à identifier de nombreux jardins individuels. L'étape suivante, c'est d'aller voir pas tous ces personnes-là, bien entendu, parce qu'à chaque fois, c'est plus de 2000 à 3000 jardins qui ont été identifiés par les jeunes chercheurs et étudiants, mais d'aller faire un sondage qu'on va diffuser par la poste pour avoir des réponses sur certaines questions. C'est à peu près les questions qu'on a abordées juste avant. Il y a des questions un peu plus aussi poussées sur les questions. Est-ce que vous avez déjà souffert de la sécurité alimentaire? Mais on tourne alentour de ces questions-là. Et cette recherche-là, elle est presque une recherche sœur de ce qui se fait actuellement à Vancouver et à Portland, qui va nous permettre de comparer au niveau nord-américain, enfin, avoir une image plus grande au niveau nord-américain. Je vais vous laisser sur cette dernière image pour vous dire que toute notre réflexion se base aussi sur le développement de quartiers nourriciers. Donc, les jardins individuels sont une facette, mais on travaille aussi sur les questions de serres urbaines, comment on peut mettre en place des serres urbaines pour faire des semis, par exemple, qui pourraient fournir ces jardins, ces jardiniers qui poussent chez eux, comment les institutions peuvent en faire partie. L'Université du Québec à Montréal est très, très active au niveau de l'agriculture urbaine, formation, recherche et autres. Les jardins communautaires, les fermes hors sol qui apparaissent énormément, les fermes sur toit, et dans toute cette grande mouvance, c'est toute la question des fermes périurbaines, donc de la création des fermes productives traditionnelles qui existent, mais comment tout ce système-là peut développer un nouveau système alimentaire alternatif. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à vos questions puisque je ne suis pas présent, mais vous pouvez m'envoyer un courriel, ça me fait plaisir de répondre à vos questions par rapport à la présentation ou toute autre chose. Je ne pouvais pas être à Toulouse, mais je serai à Lyon pour l'école d'été, dans les journées nationales d'agriculture urbaine de Lyon, qui sont le 15 et 16 juin. Et bien entendu, il y a l'école d'été sur l'agriculture urbaine de Montréal, qui sont du 14 au 18 août. Donc, au plaisir et à bientôt.